Passe à la deuxième partie de la matinée qui va être là cette fois sur des données mais un peu plus incarnées, un petit peu plus proche du terrain et de la clinique. On va faire comme pour la première partie, on va enchaîner les 3 présentations et on prendra un temps d'échange comme ça collectif derrière. On va commencer par Marc Chély qui va nous présenter une étude que pas mal d'entre vous connaissent autour justement des antécédents de psychotrauma qui a été faite avec Aremedia. Ensuite, on aura, je regarde pour vous le dire dans le bon ordre, Iris Bichard du Checkpoint et Timothée Madescler du Spot qui vous feront un retour, qui vous présenteront plutôt l'outil d'auto-évaluation qui a été co-construit. Et puis enfin, on terminera par Sébastien Queny de Chemspose pour faire un retour aussi sur les groupes de pairs. Marc, c'est parti. Merci Mélissa, merci à la MMPCR de m'avoir invité à présenter cette étude, parue il y a 1 an maintenant, dans le British Medical Journal STI. C'est un retour d'expérience, exactement. Je suis désolé, je suis un peu enroué. Alors, cette diapo pour rappeler que même si le chemsex est un phénomène émergent depuis les années 2000 avec l'arrivée des catinones, c'est un vieux phénomène, je dirais, même très archaïque. On a des preuves que dès le néolithique, dans le cadre de rites orgiaques, avec alcool d'origine végétale, bien sûr, associé à des substances psychoactives végétales elles aussi. Donc c'est la grande époque de l'agriculture. Belladone, chanvre, jusquiame, houblon, pavot même, sassafras, je ne sais plus ce que c'est. Ça a été utilisé dans le cadre sexuel finalement. Alors c'est ce qu'on a appelé plus tard, vous connaissez bien les bacchanales, les saturnales des gréco-romains. Donc, voilà des images de peintres célèbres, dont j'ai oublié le nom. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant. Vous connaissez bien sûr le dopage. Et il y a aussi le dopage pour la guerre et le Chemswear, on pourrait dire. Là, nous avons un guerrier germanique hostile à l'Empire romain qui sniffe quelque chose avant le combat. Il a une cuillère accrochée à sa ceinture à côté de son glaive. Il s'en sert juste avant de se battre. Et donc il y a bien sûr le Chemsport, le dopage, Chemswork. Chemswork, c'est quelque chose... donc tout ça, c'est une sorte de pharmaco-assistance d'une performance par un recours à des psychostimulants. Alors, pendant la guerre, on se rappelle peut-être qu'il y a eu la benzédrine qui était produite par les nazis et utilisée aussi par les Alliés. D'autres substances par les Soviétiques. C'était des méthamphétamines. Et maintenant, il ne faut pas oublier le modafinil qui a été détourné. C'est la drogue des aviateurs, de la vigilance, pour le bachotage par les étudiants, encore maintenant. Chemswork. Et la drogue des djihadistes, le captagon, produit en masse par le régime de Bachar el-Assad. Démantelé, des usines ont été démantelées, c'était source de trafic dans toute l'ère du djihad, notamment. Alors, rapidement, tout ça, vous savez que ça... une enquête dit que près de 15% des HSH ont utilisé le chemsex au moins une fois au cours des 12 derniers mois, à Pache. 25 à 30% chez ceux qui utilisent les applis de rencontre. 30 à 50% chez les patients suivis en infectiologie, PV-VIH, donc beaucoup plus représentés que les autres. Se rappeler que 36% des chemsexeurs
non pas récréatifs, mais problématiques, on dira, engagés dans une pratique régulière addictive qui pose problème, des problèmes multiples, n'ont pas recours aux soins. Donc ils ont du mal à consulter. Tous ceux qui s'en occupent le savent. Ils arrivent à un stade évolué, je dirais, de leur addiction. Alors je voudrais rendre hommage à l'activisme infatigable de Jean-Luc Romero-Michel depuis des années pour que le rapport Ben-Yamina ne soit pas lettre morte et sa recommandation principale de faire une enquête représentative. Alors, le chemsex est lié aussi à la construction identitaire, ceux qui pratiquent, la minorité, je dirais, qui représente environ, selon plusieurs publications, dont la nôtre, qui est une petite publication, environ un tiers des HSH qui se disent HSH. Donc c'est lié à une construction, tout le monde sait, être complexe, parsemée par le rejet, même des proches, le repli, l'isolement, pour certains d'entre eux, qui le vivent très très mal. On appelle cette fameuse homophobie personnelle, intériorisée, qui est retrouvée dans les questionnaires concernant les usagers du chemsex. On a appelé ça, les Américains ont appelé ça le stress des minorités, stress minoritaire. Et intracommunautaire, ça c'est intéressant aussi. Il s'agit d'une construction difficile, d'une insertion difficile dans le milieu communautaire pour eux, pour ceux-là. Et les normes intracommunautaires sont parfois violentes pour eux, ou pour tous, je ne sais pas, mais enfin, particulièrement pour eux qui sont vulnérables et personnes vulnérables. Vous verrez pourquoi, d'après moi. Et ils peuvent avoir peur d'être exclus. Et ça peut motiver peut-être leur implication dans ce qui est proposé, s'engager dans le chemsex. Alors là, je vous rappelle ce que vous savez, mais ce qui n'était pas connu en France il y a 1 an ou 2, hein, on n'en parlait pas. En revanche, dans les pays anglo-saxons et aux Pays-Bas, plusieurs publications avaient montré les violences et les phénomènes de non-consentement, de rapports, disons, forcés, de soumission chimique, on pourrait dire aussi, dans l'espace du chemsex. Par ailleurs, on sait que durant leur vie entière, les HSH souvent vivent des événements sexuels dits traumatiques, qui sont très fréquents quand vous faites des trajectoires biographiques, parfois même dès le premier rapport. Forcé. Alors, 18% selon Druckler, dans une publi récente, relate au moins une expérience de sexe non consenté, même vie entière en dehors du chemsex. Je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, il y a un bug, c'est pas grave. Ah, d'accord, merci. Non, ça va pas. Je vais dire. Bon, alors, peu importe. Beaucoup de publications citées dans le rapport Ben-Yamina en 2022, qui a recensé les publis concernant le chemsex, trouvent des chiffres tout à fait convergents. Par exemple, en 2017, Mills trouve 18% de personnes qui disent qu'ils n'ont pas consenti à la soumission chimique à la consommation. Globalement, 15% disent avoir subi des violences dans le cadre de la pratique du violence sexuelle, dans le cadre de la pratique du chemsex. 43% disent avoir eu, selon Ward, la même année, du sexe non consenti, du sexe forcé. Autre question auxquelles ils répondent. Donc mais ce sont des approximations. Tout dépend de la question qu'on pose. Mais vous voyez que tout le monde est d'accord dans ces publis. On trouve près de... C'est énorme, hein, 46% et 16% de violence pendant les rapports, 17%, alors dans toutes ces publis convergents, de soumission chimique, de ce qu'on peut interpréter comme de la soumission chimique. C'est-à-dire, à leur insu, c'est classique, c'est le phénomène classique de la soumission chimique, disons. Alors là, je vais aborder l'objet de l'étude, qui est une étude d'épidémiologie clinique, partie du terrain. Nous avons pu identifier
après avoir travaillé sur les femmes, après que j'ai travaillé, moi, toujours dans le cadre d'Armédia, mais à l'époque, je n'étais plus président d'Armédia. Et en 2003, j'avais fait un travail qu'on peut dire précurseur au regard de la CIBIS maintenant, sur l'inceste, qui est l'abus sexuel intrafamilial chez les femmes. Et on retrouve exactement les mêmes choses. Je n'ose dire, pour ne offenser personne, que pour moi, c'est déjà du chemsex, dès l'Antiquité, et chez les femmes abusées. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, un pointage épidémiaux montrait que 7% des femmes, et pas seulement celles qu'on appelle libertines, jeunes femmes, étaient impliquées déjà dans le chemsex. Pas la consommation festive de 3-MMC, mais en contexte sexuel. Tous les critères n'étaient pas réunis. Mais il ne faut pas s'enfermer dans des définitions rigides. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc, je ne veux pas banaliser le phénomène, mais je vous rappeler que c'est vieux, je dirais, comme le monde. Alors, on peut raisonner sur, puisqu'on observe des violences actuelles dans la vie sexuelle, n'y en a-t-il pas qui seraient peut-être ces violences seraient subies ou agies, seraient une réponse à ce qu'on a pu subir historiquement dans son enfance. C'est lorsque la victime, alors quelle que soit son orientation sexuelle, j'insiste là-dessus, chez les femmes ça se voit aussi, hétéro, adopte à l'âge adulte, soit la posture, ou alternativement la posture de la proie ou du prédateur. Alors là, je voudrais être un peu solennel dans le sens que parmi nous, je peux dire que tout le monde est concerné par l'abus sexuel précoce. 10% des femmes, quelle que soit la CSP, la région, la culture et le monde, depuis le rapport Kinsey en 1940, on retrouve ça. Donc, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, la définition, je crois que ça a tout été mélangé. L'abus sexuel dit précoce, donc un consensus épidémiologique nord-américain dit que c'est avant l'âge de 13 ans et il s'agit d'un rapport avec contact forcé. Pas forcément pénétratif, mais bon, on y va parce que je suis en retard. Donc voilà, ça a été inspiré par des observations cliniques que j'avais recueillies au fil des années dans une consultation de Ségine. Un avertissement, mais je crois qu'on est entre initiés. Cette étude ne vise pas à stigmatiser, bien sûr, psychiatriser non plus. Elle a été difficile à passer en France, pas forcément à l'étranger. L'objectif est très limité. Il s'agit de mettre en évidence un facteur de risque de vulnérabilité dans la pratique régulière non récréative du chemsex. Alors là, c'est une question de méthode, donc je passe. C'est une population non sélectionnée. Ce n'est pas une étude dite épidémio-représentative. L'intérêt, c'est qu'elle a été faite en ligne avec la médiation neutre, finalement, de l'écran. Et on sait, par des publis très anciennes déjà, de 98, que la confidence, le taux de confidence sur des systèmes sensibles tels que la sexualité ou l'usage de drogue est alors multiplié par 3 par rapport à l'entretien ou même le questionnaire papier. Donc ça, je passe, c'est de la technique. Alors, si c'est une étude exploratoire non représentative, pour autant, son objectif est d'explorer des facteurs associés et non pas de dire combien il y a de gens qui font du chemsex ou qui ont été abusés dans le chemsex en population générale HSH. Ce sont des études classiques, cette méthodologie, qui recherche des facteurs associés, des variables associées, et qui n'implique pas, ne nécessite absolument pas un échantillon aléatoire. Donc on a pris des marqueurs, par exemple, on appelle proxy, de surexposition au VIH et aux IST qui sont retrouvés dans d'autres études. Vous allez les voir. Toutes ont des résultats convergents avec la nôtre aussi. Par exemple, regardez ça, le fait de ne pas avoir un partenaire stable, c'est absolument pas jugeant.
le fait d'avoir des partenaires multiples, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, je dis ça pour ne pas être stigmatisant, mais on reste dans le sujet. Donc chez les HSH, vous voyez, c'est plus de 3 fois plus souvent. Le fait de ne pas se protéger avec un nouveau partenaire à risque inconnu, c'est 5 fois plus. En notre ratio, ça veut dire que c'est des variables qui ont été vérifiées au sens statistique, ce n'est pas des questionnaires qualitatifs. Je ne dis pas que ce n'est pas bien les questionnaires qualitatifs. Hein, mais... Alors, ça c'est intéressant. Les médicaments psychotropes, vous en avez 4 fois plus de consommation. Hein. Pas sauvage, hein, prescrite. Les produits illicites hors chemsex, presque 5 fois plus. Alors ça c'est un proxy de ce qu'on a vu ailleurs. Consommation de benzo et d'antidépresseurs, surprévalence des troubles anxio-dépressifs chez ceux qui pratiquent régulièrement. Alors, une hypothèse, il faut peut-être interpréter ça comme une stratégie de lutte antidépressive, c'est-à-dire consommer des produits pour arriver à des performances sexuelles répétées et satisfaisantes, chimiquement assistées, c'est mieux que de rester dans son coin. Enfin, je parle de façon populaire. Alors là, voilà la diapo clé, entre guillemets. C'est quand vous regardez ceux qui pratiquent le sexe, le chemsex, alors hors tabac, alcool, cannabis et popper, vous avez, c'est presque 6 fois plus parmi ceux qui ont été abusés. Et je vous rappelle que d'autres études montrent aussi que c'est 30% des HSH. Alors en conclusion, alors il paraît indispensable, comme tout le monde est d'accord maintenant, dans la prise en charge, de penser à une prise en charge spécifique des psychotraumas sexuels, je dirais, par des personnes averties, des professionnels de soins qui ont dans leur pratique l'habitude. Tout ça, finalement, dans une perspective élargie de RDRD, parce que si vous améliorez l'état de santé psychique de la personne, elle va peut-être, sans doute, cliniquement on l'observe, réduire ses risques. Donc il y a un enjeu classique. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, il faut absolument former les gens, c'est pas évident. Hein. Alors, les prépologues, je les appelle comme ça, mais dont je suis, on a une densité, entre guillemets, de chemsexeurs dans cette population beaucoup plus élevée. Et peut-être que la consultation de la PrEP est l'occasion, peut-être, d'aborder ce sujet, car les personnes sont très réticentes à se confier. Alors, bien sûr, les autres professionnels, ainsi que les acteurs associatifs, afin de réduire ce qu'on appelle classiquement les occasions manquées, les pertes de chance, repérer et faire accéder aux soins spécialisés. Alors, réduire l'invisibilité clinique, l'occultation même, par eux-mêmes et même peut-être par les soignants qui peuvent être embarrassés de répondre à une demande non formulée. Et c'est là, il y a des obstacles, vous voyez, et afin d'avoir une... Alors, la planification originale, c'est celle-là, donc celle dont je vous parlais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Victor Blanc et l'équipe de psychiatrie addicto de Saint-Antoine a retrouvé exactement le même chiffre ultérieurement après notre publi, quelques temps après, sans que nous soyons concertés, même je ne le connais pas vraiment. Hein. Et en fait, si vous regardez cette publi, il retrouve sur une cohorte clinique, donc avec un biais bien sûr, hein, qui n'est pas le nôtre, la même chose. Alors, à Armédia, nous sommes essayés à faire de la com là-dessus, qui avait réussi chez les femmes, mais pas cette affiche. C'est la notion de livre de la vie, page, parfois rompre le déni, accepter de relire la page sombre. Voilà, c'est tout. Merci. Je peux peut-être un petit peu ce qui se passe. Ah oui, tu veux on la poste Pour viser le... Bonjour à tous, merci pour l'invitation.
team du Spot Beaumarchais de Aide et moi-même du Checkpoint, allons vous présenter un outil que l'on a développé en collaboration, qui est un outil d'auto-évaluation par rapport à la pratique du chemsex, qui n'est pas encore finalisé, mais que nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui. Alors, faut préciser qu'en fait, cette occasion nous a été donnée dans le contexte de ARPA, qui était un programme de collaboration entre les structures différentes. Le Spot, on est plutôt dans le communautaire avec de l'autosupport usagé, même si on a des programmes avec le 190. Et le Checkpoint, c'est un centre de santé sexuelle at large. On est parti du principe que dans le chemsex, comme Marc l'a dit tout à l'heure, on voit venir les gens trop tard pour une prise en charge, c'est-à-dire qu'on a quand même un gros stock de gens qui pratiquent le chemsex sans qu'on ne les voit jamais, et qu'on s'adresse assez peu à eux, d'autant moins en ce moment que l'ambiance est un peu à la panique. On voit beaucoup d'accidents, on a beaucoup de recensions de choses qui se passent mal. Donc on a aussi comme conséquence un éloignement de ceux qui n'osent pas s'approcher évidemment d'une prise de conscience. Donc on a voulu toucher ceux-là, c'est-à-dire on a voulu toucher les chemsexeurs, quelle que soit leur situation, ceux qui sont un problème comme ceux qui ne sont pas un problème. On voulait aussi utiliser ce test pour deux choses: diffuser les leçons de RDR qui bougent tout le temps dans le chemsex, qui ne sont pas forcément celles qu'on voit pour d'autres usages, mais donc du coup sensibiliser à la RDR et évidemment en pendant sensibiliser aux situations d'addiction, c'est-à-dire être en mesure d'alerter quand quelqu'un a des signes qui sont cliniques d'addiction. Évidemment, on n'allait pas lâcher les gens avec un diagnostic comme ça, un diagnostic qui n'en est pas un d'ailleurs. Donc le but principal aussi, c'est d'amener au questionnement et surtout d'orienter vers des dispositifs de soutien. On a eu des inspirations multiples, mais celles-là, principalement ces deux-là. Le Checkpoint à Berlin avait élaboré ce questionnaire que vous voyez là, qui est une forme de balance décisionnelle graphique, où on demande à chaque personne d'identifier des situations qu'elle a vécues, il y en a 64, et puis ensuite de tracer une ligne entre ce qu'elle apprécie, ce qu'elle accepte de faire, et ce qu'elle refuserait dorénavant de faire, avec comme ça une sorte d'objectif à tracer. Vous voyez bien que c'est un exercice intellectuel très intéressant. Je l'ai fait passer à une 50aine de personnes. C'est vachement bien, mais souvent, ça donne ce genre de résultat. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne comprend plus rien. Et la plupart du temps, les gens n'y arrivent pas. Moi, j'ai compris que ceux qui n'arrivaient pas au bout, c'est qu'ils n'avaient pas de problème, mais c'est à peu près tout. Mais c'est un exercice intéressant à faire. Et de l'autre côté, on a le violentomètre, qui est évidemment très synthétique et un petit peu à l'opposé, c'est un résultat immédiat, qui nous a trouvé, dans le cas qui nous occupait, pour ce que je vous ai dit avant, peut-être un tout petit peu alarmiste. C'est-à-dire que quand vous regardez ça, vous vous rendez compte qu'il y a une zone où ça va, qui représente à peu près la moitié, à 20%, et tout le reste, ça ne va pas. Et on s'est dit que si on faisait ça pour s'adresser à des gens qui n'estiment pas être un problème, ils allaient fuir. Donc on s'est inspiré des deux, et on a créé une sorte de mélange. Alors on a gardé l'idée de l'auto-évaluation et de l'auto-réflexion, c'est-à-dire qu'on a gardé l'idée des situations proposées, et on a imaginé 40 situations qui sont en fait ce qu'on a mis au regard avec les déterminants en santé sexuelle, qu'on a mis aussi en regard avec les règles de la RDR, enfin les recommandations de la RDR, et en même temps les critères de l'addiction. Donc on a fait on a passé plusieurs fois, on a fait des grandes séances de dénonciation de situations à travers ce qu'on a pu avoir de nos suivis et dans les groupes. Alors, on voulait vous présenter du coup quelques situations qui sont proposées lors de ce test. Donc, effectivement, il y en a 40, on va vous présenter 8. Donc, par exemple, j'oublie de prendre mes médicaments, je passe trop de temps sur les applis, je n'arrive pas à m'arrêter, on me fournit souvent les produits. Ah, pardon, je vais trop vite, excusez-moi. J'ai le sentiment d'appartenir à un groupe, j'apprécie aussi les plans sans KEMS, j'ai accepté des pratiques que j'aurais refusées sans KEMS. Je fais analyser mes produits. Voilà, donc ce sont des situations qu'on retrouve souvent quand on accompagne des personnes qui pratiquent le chemsex. Et à partir de ces affirmations, du coup, on a du coup créé 4 catégories. 4 catégories qui sont: tu réduis les risques, tout va trop bien, tu constates des effets négatifs, et enfin, ça devient hors de contrôle. Donc on a fait une sorte de typologie en fait de situations qui permettent ensuite de voir dans quelle catégorie on se situe, en sachant que voilà, on avait l'idée que les catégories étaient assez fluides et qu'il ne fallait pas enfermer les personnes dans une catégorie. C'est pourquoi à la fin du test, on obtient du coup donc ce que vous voyez en haut à droite, avec du coup des petites bulles qui vous donnent une sorte de score qui permet de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe par rapport à sa pratique.
On a choisi des couleurs qui sont neutres, qui ne font pas peur. On n'a pas choisi du rouge, on n'a pas choisi du orange, parce que le but, c'était vraiment de ne pas dramatiser et de faciliter l'accès à toutes les recommandations. Donc même si on a, par exemple, 10% de tu constates des effets négatifs, la personne peut quand même cliquer dessus et accéder à toutes les informations, voilà, pour que ce soit un outil qui soit souple et complet. Voilà. Ensuite, donc là, vous voyez donc les réponses avec effectivement donc le texte qui correspond à la catégorie en question. Donc effectivement, on a fait une hiérarchisation avec un score, je vous l'ai déjà dit, et un accès incitatif à toutes les catégories. C'est un test d'auto-évaluation. Effectivement, ça, c'est important de le souligner. Ce n'est pas un diagnostic, c'est un outil qui a été développé donc, à partir de la communauté par des associations. Et donc, il est bien écrit sur le site que ce n'est pas un diagnostic et qu'ensuite, si nécessaire, on réoriente. C'est pourquoi, il y a, on voit en haut à droite, il y a toujours l'onglet ressources qui apparaît. Parce que c'est l'onglet le plus important finalement pour ensuite du coup aller vers un accompagnement communautaire ou plutôt médicalisé en fonction de là où la personne se situe et de son envie bien sûr. Voilà. Alors Tim, du coup je te propose de présenter les ressources. Alors, sur les ressources, on a un petit peu reproduit la progression des situations, c'est-à-dire qu'on commence dans du global par de l'information et ou dialoguer sur le chemsex en général. Donc, on va renvoyer vers... alors, évidemment, principalement, comme c'est nous qui le faisons, nous renvoyons vers nous ce que nous maîtrisons, c'est-à-dire nos activités. Mais nous renvoyons aussi vers le site de paris.fr parce que là, il y a une somme des ressources. À Paris, donc évidemment, on est un petit peu là sur un focus s'éloignant. Mais grosso modo, on part sur le principe que tout le monde va s'informer et dialoguer sur le chemsex à tout moment de sa consommation. Dans le 2, on a mis les recommandations de la RDR. On a fait une liste qui sont celles qu'on applique plus ou moins tous quand on les explique. Ensuite, on a insisté, comme vous l'avez vu, c'est important, sur l'analyse de produits. Pour nous, l'analyse de produits, c'est un moyen effectivement d'information et de prévention. C'est aussi un moyen d'engager une discussion sur les pratiques et qu'est-ce qu'on compte faire ou qu'est-ce qu'on ne veut plus faire. Ensuite, on a listé, là, d'une façon plus globale, ce qu'on trouve en ligne comme information sur le chemsex, avec des sites principalement. La liste officielle de la fourniture de matériel RDR, alors là ça concerne toute la France, il y a un très beau site pour ça. Les dispositifs d'écoute à distance qui sont un peu la porte d'entrée pour toutes les solutions, c'est-à-dire qu'en fait très souvent le gros problème qu'on a pour orienter les gens, c'est que si vous appelez un XAPA, si vous appelez un hôpital, si vous appelez quelqu'un, on vous répond par une liste d'attente qui va aller en ce moment à Paris entre 3 mois et 6 mois. Et c'est vraiment pas une blague. Donc en fait, dans l'île d'attente, se passe ça, ce qui fait qu'en fait, on oriente aussi vers un numéro de téléphone où on va, en l'occurrence une ligne WhatsApp, où on va avoir une réponse tout de suite et la possibilité d'orienter plus précisément la personne vers un endroit où il y aura de la place avec un accompagnement communautaire. On a ensuite les critères de l'addiction pour essayer de repérer un peu objectivement quand est-ce qu'il faut s'alerter. Et évidemment, une explication un peu globale sur les structures spécialisées en addictologie, la différence entre un CARUD, un XAPA et une hospitalisation. Et enfin, pour finir, ceux qui sont déjà dans une démarche d'arrêt, où est-ce qu'ils peuvent s'adresser pour trouver du soutien, en général du soutien communautaire, des groupes ou de l'accompagnement. Voilà, ça a été un peu vite, mais... Alors, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire en amont du projet. C'est-à-dire qu'au début, on avait l'idée de faire cette évaluation, mais on pensait faire surtout une sorte de tract, de dépliant. Et en fait, on l'a transformé en séance d'animation de groupe. C'est-à-dire que rapidement, j'ai fait les 4 catégories, on a fait venir des gens et on a proposé un jeu du post-it, grosso modo, c'est un jeu du post-it amélioré, avec la possibilité d'ajouter des entrées. Vous voyez, il a marqué, je sais ce qui est marqué là. J'arrive pas à lire, je suis désolé. Une recherche de connexion. Voilà. Donc on a proposé aux gens qui participaient de donner leur avis aussi, et on en a fait un outil d'animation de groupe d'autosupport. Et puis on va décliner quand même une version papier qui là sera imprimable à partir du site, puis ce sera un site où là c'est vraiment un outil. Alors ça peut sensibiliser, ça peut être un moyen de communiquer autour de nos actions, mais c'est aussi un outil d'entretien. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement demander à la personne, avec elle, de choisir ce qui la concerne et d'engager une discussion à partir de là. Voilà.
Alors l'outil n'est pas encore finalisé, on a quasiment fini. Il devrait être terminé en septembre 2025, donc pour la version en ligne et la version du coup imprimée. Donc on pourra vous partager ça avec plaisir. Donc c'est donc un site autonome avec un lien dédié et qui est ouvert et partageable. Et on a donc une version papier que vous pourrez imprimer directement depuis le site. Une fois que l'outil sera prêt, on va faire une campagne sur les réseaux sociaux de Aide, du Checkpoint et puis des partenaires. Donc si vous voudrez le partager, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Mais du coup, merci pour votre attention. Vous avez le QR code pour être tenu informé de la disponibilité de l'outil si ça vous intéresse. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Moi, je n'ai pas de... Pardon ? Non, il n'y a rien à regarder justement, c'est très bien, c'est comme ça qu'on le fait. À part une autre photo qui ira juste après, mais c'était important. Alors en l'occurrence, pourquoi on n'a pas préparé quelque chose aujourd'hui ? Tout simplement déjà d'une, parce qu'on est 3 dans l'association. Jean-Patrick Fabre, le secrétaire, Valentin Parage, membre du CA, et moi-même. Deuxième chose aussi, c'est que on va principalement parler des groupes de parole, d'autosupport que l'on peut mettre en place et les raisons pour lesquelles on les a mis en place et comment on les a pensés et pourquoi on les a voulus comme ça. À la base, tous les vendredis, on a un groupe de parole qui est mixte, complètement. Quand je parle de mixité, c'est qu'on reçoit des hommes, des femmes, que ce soit cis ou trans, peu importe leur sexualité, que ce soit hétéro, bi ou HSH, voire homosexuel. Ça aussi, une chose importante, c'est que ces groupes de parole, en fait, on ne précise pas particulièrement vis-à-vis du chemsex, mais plutôt dans l'orientation de questionnement, de réduction de la consommation ou d'arrêt de la consommation au sens large des chems. Donc en fait, ça nous permet de recevoir des personnes qui ont des problématiques avec les chems, que ce soit dans des problématiques de chems en soirée ou des chems sexe ou parfois du chems consommation de produits psychoactifs seuls. Parfois c'est les deux, parfois c'est les 3. Et en fait, ça a cet avantage que ça fait une forme aussi de prévention vis-à-vis du chemsex. Tout simplement parce que des personnes qui ont des problématiques uniquement en soirée peuvent venir et se rendre compte qu'il y a des personnes qui pratiquent le chemsex et qui ont des problématiques telles que comme ils sont confrontés en fait à la proposition après la soirée de partir peut-être dans une touche chemsex ou d'aller sur Grindr ou une autre application de rencontre où on leur propose de consommer des produits dans un contexte sexuel, ils se questionnent, ils se demandent et pourquoi pas, il y a beaucoup de personnes qui le font et donc pourquoi pas moi ? Et en fait, en venant à ces groupes de parole, ils se rendent compte que ces personnes-là peuvent venir avec des problématiques. Et là, ça permet de faire de la prévention. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Ensuite, la deuxième chose, c'est les femmes. Et ça, c'est important d'en parler. Parce que les femmes cis, comme les femmes trans, et les femmes trans, Dieu sait qu'elles sont énormément touchées. On sait tous que les femmes trans sont aussi beaucoup dans le travail du sexe. On sait très bien que le travail du sexe, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, aujourd'hui, ça implique aussi beaucoup de consommation de produits psychoactifs, parfois forcés par le client, parfois parce que la personne elle-même veut avoir cette consommation, et parfois aussi simplement pour accepter son travail. Et les femmes trans, souvent dans le travail du sexe, consomment énormément et ont beaucoup de problématiques liées à ça. Donc c'est important de pouvoir les visibiliser et pas forcément non plus de les mettre à l'écart. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles se retrouvent toutes et tous dans les mêmes touses, qu'on se le dise, ou dans les mêmes soirées. Par exemple, la Monarque, pour les personnes qui la connaissent, inclut à la fois des hommes, des femmes, que ce soit cis, que ce soit trans, et peu importe les sexualités, et se retrouvent à avoir des rapports sexuels avec parfois avec une personne qu'elle n'aurait pas forcément pensé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des HSH ou des personnes clairement homosexuelles qui ont des rapports sexuels avec des femmes parce que la consommation de produits psychoactifs les amène à avoir ce type de rapport. Parce qu'au bout d'un moment, on le sait, il y a des problématiques de consentement et donc on se retrouve à faire des choses qu'on n'aurait pas fait si on n'était pas sous produit. De même, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Marc, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'agressions sexuelles, de violences sexuelles. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'on en parle beaucoup dans ces groupes de parole. Et par exemple, pour l'avoir posé une fois cette question,
Et pour ne pas visibiliser les personnes qui en ont été victimes, j'ai posé une question en disant qui a déjà été victime ou témoin de violences sexuelles lors de rapports de chemsex, particulièrement en tous, pas forcément en soirée. 19 personnes présentes, 18 personnes ont levé la main. Donc ça permet aussi de mettre un petit peu un état des lieux vis-à-vis de ce qui se passe. Et l'avantage de ces groupes de parole, c'est que ça permet effectivement de délier les langues, de pouvoir en parler plus facilement, de voir aussi que, en fait, on a beau avoir été victime de viol pendant ces pratiques, y a d'autres personnes qui en parlent. Et donc, ça permet aussi à ces personnes-là d'en parler là où elles en ont peut-être jamais parlé. Et ça, c'est hyper important. Qui plus est, en dehors de ces groupes que l'on fait le vendredi, on en fait aussi le dimanche. Et ces groupes de dimanche, en fait, incluent des proches. Les proches qui ne consomment pas forcément. Donc là, on n'est pas forcément sur des pairs. Mais en tout cas, ces proches-là, soit viennent seuls, soit peuvent venir accompagnés de la personne qui consomme. Et là, ça permet aussi de lever un tabou. C'est-à-dire qu'on est déjà sur un lien entre la personne qui consomme et qui va potentiellement pratiquer le chemsex et une personne qui va l'accompagner, qui elle ne consomme pas et ça va lui permettre de mieux comprendre les problématiques liées au chemsex. Alors on pourrait se dire c'est relativement compliqué parce qu'on touche à deux sujets tabous, à la fois la drogue et la sexualité. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a une véritable prise de conscience vis-à-vis de ça. Et on peut recevoir parfois un consommateur ou une consommatrice avec un ami ou une amie, peu importe, et parfois aussi les parents. Ce qui est aussi malheureux, c'est qu'on reçoit aussi des personnes qui viennent chercher des informations post-mortem. C'est-à-dire que leur ami est déjà décédé et elles viennent pour mieux comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils vivaient avant de partir. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'important de pouvoir le proposer. Par rapport à cette mixité aussi, et là où je suis obligé de le dire, et puis comme ça je passerai à autre chose après, je pense quand même, et je vois bien qu'il y a certains acteurs qui font tout à fait l'effort et le travail nécessaire, je reviendrai sur le terme chemsexeur, qui est un terme que je trouve stigmatisant, et c'est simplement de la réduction identitaire. Je pense que c'est important aujourd'hui de comprendre que chemsexeur, ça n'inclut pas les femmes cis et les femmes trans. Je pense que c'est aussi important de dire que chemsexeur, ça n'inclut pas le fait que potentiellement on puisse avoir des rapports sexuels sans produit à côté de la pratique du chemsex. Et je pense aussi que c'est important de comprendre que, particulièrement nous, au niveau des associations, quand on reçoit des personnes qui pratiquent le chemsex, elles viennent souvent avec une problématique. C'est-à-dire que sinon, elles ne viendraient pas forcément en parler, comme le disait Tim tout à l'heure. Donc, ces personnes qui viennent nous en parler, elles viennent avec une problématique liée à cette pratique. Donc, coller cette pratique sur le front de la personne, c'est relativement compliqué. Qui plus est, aujourd'hui, beaucoup de ces personnes viennent nous voir aussi parce qu'elles ont perdu un proche. Donc, coller la pratique sur le front de quelqu'un qui a tué un de ses amis, c'est relativement difficile. Donc là, en fait, effectivement, je pense que c'est important et qu'il y ait une prise de conscience. Pour ça, d'ailleurs, je remercie PlaySafe qui, justement, n'utilise plus ce terme depuis longtemps. Je remercie également l'association ENIPS qui s'est engagée à retirer ce terme sur toute sa communication nationale sur les prochaines campagnes vis-à-vis du chemsex. Évidemment, la MMPCR qui ne l'utilise plus depuis déjà bien longtemps. Merci, d'ailleurs, Marion en particulier, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Et après, enfin, je pense que c'est aussi hyper important, c'est de comprendre que dans nos groupes de parole, on peut effectivement avoir un peu tout âge, toute catégorie socio-professionnelle, que ça touche vraiment tout le monde, et que ces groupes-là, le fait dans cette totale mixité, ça rapproche aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des problématiques communes malgré toute la distance que ça pourrait mettre. Et donc, ça, c'est aussi une grosse force. Et là, au moins, on commence à parler de plus en plus et ça nous permet aussi de pouvoir diriger directement vers des structures de soins avec des accompagnements psycho, sexo et addicto en cas de besoin. Ensuite, enfin, je pense que c'est aussi important, au-delà de toutes les problématiques qu'il peut y avoir effectivement suite aux violences sexuelles, parce qu'on en a énormément pendant les groupes de parole. Et croyez-moi, franchement, c'est parfois vraiment très difficile d'entendre ce qui s'y passe. Il y a aussi une chose importante, c'est qu'on a voulu, grâce à eux et à elles, parce que c'est eux qui nous l'ont demandé, de vraiment visibiliser la pratique et de commencer à en parler de plus en plus.
parce qu'il y a eu un tabou pendant très longtemps vis-à-vis du chemsex. Alors, on en parlait tout à l'heure, Marc Shelley, tu disais que ça date déjà de l'époque gréco-romaine, etc. Effectivement, ça date déjà depuis très 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 longtemps. Je dirais même déjà dans les années 68. C'était quelque chose dans le mouvement hippie où c'était très de la nudité, de la mixité et de la consommation de produits psychoactifs qui allait avec, évidemment, avec de la consommation de produits psychoactifs dans les années 80 où là on était beaucoup plus sur de l'ecstasy, dans les années 90 sur de la MDMA, et puis on est arrivé sur les années 2000 avec l'arrivée du GHB, GBL, et là on a eu énormément encore plus de consommation et de pratique du chemsex. Le problème étant, c'est que ces consommations et ces produits sont très addictogènes et sont de plus en plus utilisés, et au bout d'un moment, on a beaucoup plus d'overdoses que les anciens produits d'avant. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et aujourd'hui, il y a une vraie banalisation de la pratique sur les réseaux particulièrement, qui fait qu'on a l'impression, pour appartenir à un groupe, qu'il faut consommer et qu'il faut pratiquer. Qui plus est, aujourd'hui, on reçoit des personnes qui ne consomment pas et qui viennent nous voir parce qu'en fait, elles nous disent, aujourd'hui, si je suis HSH, que je mets la capote, parce que je ne prends pas la PrEP ou je ne la supporte pas, et que je ne consomme pas de produits, je suis complètement à l'écart et je suis mis de côté et je n'ai pas d'amis et je n'ai pas de rapport sexuel, et c'est très compliqué pour moi de rencontrer. Et donc, il y a un système qui fait que forcément, au bout d'un moment, ce mimétisme, cette solitude rencontrée fait que la personne va se diriger vers le chemsex avec des raisons qui derrière sont problématiques et donc va forcément l'amener à une pratique potentiellement addictive. Et donc c'est important effectivement de bien faire cette différenciation, parce que bien sûr qu'il y a des personnes qui pratiquent le chemsex et qui n'ont aucun problème avec ça, et ça il faut le dire, il n'y a aucun souci là-dessus, et ces personnes-là d'ailleurs savent mettre la distance nécessaire entre deux rapports, etc., pour justement gérer la consommation de leurs produits, etc. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde, et c'est quand même une grande majorité. Et enfin, je terminerai par cette photo qu'on a mise. Donc c'est chemsex au cœur des intimités queer, c'est par Néon Média. On a eu le plaisir de travailler, on a été contacté par Néon, ils avaient un super projet. Comme vous pouvez le voir, il y a Jean-Luc Romero-Michel qui y a participé. Au milieu, vous pouvez reconnaître peut-être Katie Deléris, qui est une addictologue, membre de Chemspose, et qui est aussi très connue sur les réseaux sociaux. Et ensuite, d'autres personnes qui sont des consommateurs en démarche d'abstinence, et où au moins, enfin, on a effectivement la parole de ces personnes-là, des personnes concernées, et qui peuvent parler effectivement de cette pratique. Alors, on a déjà vu des documentaires à ce sujet-là, sauf que là, pas de cette manière. Et donc, je vous invite vraiment à le regarder, parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est le premier documentaire qui fait de la prévention sur le chemsex, et c'est vraiment important puisque aujourd'hui on est en train d'avoir des PPR comme celle qui a été déposée par Brigitte Liso, sur laquelle d'ailleurs j'ai travaillé, aussi la PPL qui va être déposée par Anne Souiris entre autres, avec des propositions complètement multipartisanes vis-à-vis d'un projet de prévention nationale sur le chemsex, et c'est vraiment important de pouvoir en parler le plus possible pour que les personnes justement se dirigent vers les structures de soins quand elles en ont besoin, et un peu de casser un petit peu je dirais pas ce tabou, mais ce silence, parce qu'il y a un vrai silence autour de ça. Et puis parfois, on voit bien aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni. Et comme Tim le disait tout à l'heure aussi, des personnes mettent beaucoup de temps avant de se diriger vers des structures parce qu'elles considèrent qu'elles ne sont pas forcément dans une conduite addictive. Et le moment où elles finissent par s'en rendre compte, c'est souvent un stade assez évolué de l'addiction. Voilà, je vous remercie beaucoup. Parole à la salle. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Vous avez déjà faim et c'est l'heure de... Alors moi, j'en ai une première, mais sur l'outil, parce que ça fait le pont avec ce que l'on va travailler tout à l'heure. On a donc 3 groupes de travail, et c'est super parce que voilà, vous les avez introduits tous les 3. On en a un qui va travailler sur l'accueil, l'accompagnement du psychotrauma. On en a un autre sur les consommations sexualisées, pour élargir à se dire...
qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plusieurs à nous avoir remonté, mais on a des femmes qui arrivent. Il faut qu'on puisse bosser la question. Mais on a aussi un groupe, et je pensais à votre outil. Donc, on attend septembre. Tout le monde, vous avez vu, quand on a passé le QR code, tout le monde a râlé en disant « Attendez, on veut suivre l'arrivée de l'outil », qui vraiment a l'air extrêmement chouette. Je me dis qu'on va essayer de mettre le lien aussi sur notre page quand il sera prêt. Mais je faisais le pont aussi, et avec ce que l'on a dit ce matin aussi sur la 3MMC avec Grégory, avec le groupe de travail qui va être animé par Fête Éclair et Aremedia d'ailleurs, sur comment est-ce qu'on pourrait faire un peu plus de prévention dans l'espace festif global, mais aussi dans les lieux de rencontres sexualisées. Et là, on peut se dire que déjà, on va avoir un outil qui va être tout prêt pour pouvoir avoir une auto-évaluation, et que ça va être une bonne entrée, mais qu'il va y avoir quelque chose à faire certainement aussi pour alerter sur « vous pensez prendre de la 3MMC », mais ça n'en est peut-être pas. On voit qu'il va déjà y avoir de l'info à donner là-dessus, donc c'est super intéressant. Est-ce que maintenant que j'ai fait la première prise de parole, il y a quelqu'un qui, du coup, a envie de dire quelque chose? Pas forcément. Alors, ouais. C'est en ce moment que la 3 n'est pas de la 3. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est ce que Greg disait tout à l'heure, c'est qu'à partir du 1er juillet, les revendeurs en ligne n'ont plus intérêt à balancer la 2 MMC, parce que tout est interdit. Donc on va retrouver de la bonne 3 MMC ou autre chose, avec des différences de prix et de diffusion, mais c'est en ce moment qu'il n'y a pas de 3. Et il y a la conséquence négative d'un mauvais produit, peut-être à ajouter au plaidoyer si on veut, pour les légalisations, en tout cas dépénalisation, c'est que la 2MMC est peut-être moins potente, comme l'a expliqué Greg, mais les conséquences délétères de la 2MMC sont infiniment plus importantes que celles qu'on a pu constater sur la 3MMC. C'est-à-dire que plus un produit est dégradé, plus les conséquences délétères sont importantes. C'est la conclusion. Donnez-nous des bons produits. Ouais. Tiens, je te passe le micro. Merci. Vous avez évoqué tout à l'heure les personnes qui sont décédées des pratiques du chemsex. Est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on a un recensement qui est fait? Quelque chose? Il y a l'enquête Drame qui sort ces jours-ci et qui répercute les accidents et ce qu'on trouvait. De ce que j'ai lu, il y a eu un article dans Le Monde qui est sorti la semaine dernière, il y a des trucs qui sortent. Il y a 2 points qui sont quand même fondamentaux. C'est qu'avant les overdoses qu'on pouvait relier au chemsex, c'est-à-dire par association de G et de 3, était assez, sur Paris, était assez minimal. Greg n'est plus là, mais il aurait pu, il avait laissé mieux. En 95, il y en avait 1, en 97, il y en avait 2, 3. Alors que cette année, apparemment, donc c'est des données qui datent de 2022-2023, c'est une dizaine sur Paris sur 25 overdoses répertoriées par la police. Et l'autre truc, c'est que le temps entre le temps qu'il faut pour que quelqu'un qui rentre dans la pratique du chemsex ait des problèmes est beaucoup plus court que pour les autres usages. Alors, je ne peux pas dire combien exactement, mais je crois que la cocaïne, il faut 10 ans. Les hôpitaux constatent les services constatent qu'il faut 10 ans pour qu'on aille se diriger vers le soin. Pour le chemsex, c'est 3 ans. Donc c'est ça qu'on a. Après, combien de gens meurent, c'est très difficile à dire, puisqu'on peut répertorier les overdoses, mais il y a les suicides, les crises cardiaques, il y a plein de choses qui font qu'on peut mourir en liant à ça, sans qu'on sache. C'est pas forcément le nombre de morts dans le chemsex qui pose une énorme question, c'est plutôt les conséquences sur la vie des gens qui sont très désocialisés, qui souvent se mettent dans des situations où ils ne se sortent pas. On compte mieux qu'avant, mais si on allait voir les gens qui meurent... l'héroïne, par exemple, c'est sans comparaison. Il y a 200 000 morts d'héroïne en France entre 1972 et maintenant. Sur le chemsex, on en répertorie une centaine. Ce n'est pas exactement les mêmes choses. Et en l'occurrence, de notre côté, simplement pour ce qu'on a pu obtenir comme information, parce qu'évidemment, pour le moment, on n'a pas encore de statistiques, mais en lien avec le SAMU et le SMUR du 18e, 19e et 20e arrondissement, plus en lien avec les reports qu'on peut avoir, puisqu'on a un système de recensement où les gens peuvent venir en parler. On reçoit aussi énormément de visibilité grâce à nos réseaux aujourd'hui, encore plus
d'ici la semaine prochaine, parce que là c'est pas, enfin c'est un scoop sans en être un, mais Nicky Doll qui sera, enfin, est la marraine de Campspose. Mais du coup, ça nous donne beaucoup de visibilité et les retours que l'on a, c'est un décès par semaine à Paris uniquement. Donc après, évidemment, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là, par exemple, avant-hier, j'apprenais le décès de quelqu'un c'était son conjoint. Ils ont fait une session de chemsex, ils sont rentrés dormir, ce qui est très bien, sauf qu'il y en a un qui s'est réveillé, l'autre pas. Et il y en a un autre aussi qui en l'occurrence, a été retrouvé pendu après une session. Là, on n'est pas sur de l'overdose, on est sur du suicide. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme le disait Tim, c'est à quel point il peut y avoir des décès et qu'est-ce qui déclenche ces décès. Et évidemment, ça ramène à tous les problèmes de santé mentale qu'il peut y avoir autour de la pratique. Pour rebondir sur ce que vient de dire Sébastien, il n'y a pas que les surdoses, enfin les conséquences mortelles de la consommation à court terme, le soir même. Il y a, sans vouloir psychiatriser, et encore, parce qu'il s'agit aussi de personnes vulnérables, et je vous rappelle que la sursuicidalité des jeunes gays, par exemple, dans les années 2005, a été documentée par plusieurs études, dont une que nous avions faite ici en France. Elle est entre 8 et 13 fois plus que la population générale. Donc, il faudrait comptabiliser dans les décès liés directement ou indirectement à la pratique intensive régulière du chemsex, également la suicidalité, qui est considérable. Demandez aux addictologues qui s'en occupent de plus près, notamment Benjamin Roland à Montpellier, Hélène Donadieu, tous deux, sans être psychiatres. Pardon, ils sont psychiatres. Ils mettent l'accent sur ce phénomène satellite, je dirais. Peut-être et on terminera peut-être là-dessus, mais pour reboucler avec la question du psychotrauma, on voit aussi que tous ces effets secondaires, c'est-à-dire qu'il y a une boucle qui continue. Moi, je voudrais avoir un point de vigilance parce que ça fait plusieurs années qu'on s'en parle entre nous, dans les groupes, ici, de cette question, mais on a l'impression que quand même ressort des gens qui ont des passifs difficiles, des choses, du psychotrauma ou en tout cas des agressions dans leur histoire. Ce qui est très intéressant dans ce qu'on a pu voir aussi ce matin, c'est que c'est pas n'importe quel type de psychotrauma, c'est-à-dire c'est pas un tremblement de terre auquel ils ont assisté, c'est vraiment une agression et souvent par un proche. Et donc il faut pas oublier, parce qu'on fait le focus quand on fait de la recherche sur est-ce que vous avez vécu des agressions, mais du coup on ne regarde pas et comment ça impacte aussi mon relationnel à l'autre, donc mes relations d'attachement, ma sécurité dans l'autre. Et on sait bien que là c'est aussi ce qui se joue dans cette pratique très particulière du chemsex. Et que c'est ça aussi que ça vient ébranler, que le trauma, il n'est pas n'importe où, il est aussi dans la relation d'attachement. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie quand on en échange et qu'on ne prenne pas les événements psychotraumatiques comme un peu isolés, mais comme en plus il y a une sorte de bombe à fragmentation parce que ça ne s'est pas passé avec n'importe qui, n'importe comment, c'est avec des gens de confiance et du coup ça vient fragmenter tout mon rapport à l'autre et tout le regard que je peux avoir au global sur le reste et sur le lien à l'autre. Donc d'où l'importance aussi, c'est ce qu'on se disait, du communautaire, malgré tout, parce que ça recrée aussi quelque chose d'un lien de confiance. Pour retisser un lien d'attachement, il faut 18 mois, 2 ans, d'un attachement bien sécurisant. Et ça, on peut parfois le retrouver dans différents groupes, y compris dans les groupes de parole. Je trouve que c'est très intéressant aussi de se dire que du coup, on travaille avec les proches. C'est une question qui nous traverse tous quand on bosse en addicto, parce qu'en fait, la question du psychotrauma, on la trouve dès qu'on bosse en addicto, au-delà même du chemsex. Et vraiment, on est coincé à chaque fois. On ne sait pas quoi répondre aux proches. On est assez impuissant. Tant que la personne n'est pas prête, il faut y aller. Donc ça, c'est quand même chouette de pouvoir travailler avec eux aussi. Pour compléter ce que vous venez de dire, il faut se rappeler que la prévalence du psychotrauma précoce sexuel est énorme dans la population générale. J'ai rappelé 10% chez les femmes, quel que soit le pays, la culture. En ce qui concerne les HSH, peu d'études ont été faites pour recenser ce phénomène d'abus sexuel qui apparaît très surprévalent. Quelques études convergentes montrent 20%. Je ne parle pas du chemsex. Alors, il ne s'agit pas de dire que les HSH sont HSH d'une façon post-traumatique, mais il s'agit de dire que les prédateurs pédocriminels repèrent des jeunes garçons
ou des jeunes petites filles, enfin des petites filles, vulnérables, pour des tas de raisons. Dysfonctionnement familial, tout à fait. Ils sont très habiles. Et c'est pour ça qu'on retrouve ça, d'après moi, parce que quand vous êtes né HSH, et dans mon expérience clinique, les gens disent, je le sais depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, eh bien, on est repéré, sans doute, en tant qu'enfant vulnérable, parce qu'on intériorise la saleté de l'orientation, entre guillemets. Beaucoup le disent. Hein. Et à ce moment-là, il n'est pas étonnant qu'on retrouve une surprévalence de l'abus sexuel, encore plus dans ceux qui s'engagent dans la pratique régulière du chemsex. Ce qui veut dire, d'après moi, que cette notion de psychotraumatisme sexuel, hein, il ne s'agit pas du stress minoritaire, tout ça, qui est très répandu dans plusieurs études nord-américaines, notamment, et britanniques, il s'agit de prendre en charge, et ça, j'ai demandé à Benjamin Rolland lors d'un colloque à Montpellier, je dis, est-ce que la dimension psychotraumatologique est prise en compte dans la prise en charge? Il me dit, il faudrait. Pourtant, il est très sensibilisé à ce sujet. Ce qui veut dire que, ce que disait Mélissa tout à l'heure, cette vulnérabilité doit être dans nos têtes de cliniciens tout le temps. Et il faut avoir des réponses, avoir des spécialistes. Ce n'est pas évident de prendre en charge un psychotraumatisme. Ça s'apprend. Et enfin, il y a plusieurs études américaines, dont une néerlandaise, l'étude de Drucker que je vous ai montrée. Elle dit carrément, quand je vois une personne qui est d'orientation HSH, je pose la question à tout le monde, avez-vous, et c'est ce que je fais maintenant, avez-vous subi des violences sexuelles dans votre enfance, femme ou homme? Et je rappelle aussi, les dernières choses, après j'arrête, c'est que pour les addictologues, c'est pas du tout étonnant de retrouver cette problématique du psychotraumatisme sexuel. Chez les femmes usagères de crack, c'est très, très élevé. Chez beaucoup de personnes addictes, c'est vraiment très prévalent. Donc, le chemsex n'est pas un cas particulier, c'est ça que je voulais dire. Et je voudrais juste rajouter aussi en termes de traumatisme, et quand même, parce qu'effectivement on parle beaucoup des violences sexuelles, mais c'est vrai, mais par contre il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les groupes de parole, c'est le harcèlement scolaire. Et ça, c'est quand même c'est quelque chose qui est vraiment important de noter, parce qu'on a énormément de personnes qui ont subi des harcèlements scolaires, et ça a vraiment eu des répercussions. Et on a aussi beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées ou non TDAH ou bipolarité. Voilà. Alors, moi j'avais une remarque. Je m'appelle Sophie Tournoire, je suis psychologue thérapeute familiale et j'ai une spécialisation en psychotrauma. Je travaille au XAPA Monceau, j'ai une consultation spécialisée chemsex HSH. J'anime aussi un groupe de parole. Et concernant le psychotrauma, je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui inévitable quand on travaille dans le chemsex. C'est-à-dire qu'il faut se former au psychotrauma, puisque, en effet, énormément d'hommes que je reçois présentent des psychotraumatismes. Je mettrai un bémol sur la question du traumatisme sexuel. Il est vrai que énormément d'hommes qui présentent des psychotraumatismes, ce qui doit représenter à peu près 70% des hommes de ma consultation, présentent des traumatismes sexuels. Néanmoins, il y a énormément de traumatismes qui peuvent arriver d'autres événements de vie dans la construction psychique, par exemple au moment de l'adolescence, sur un rejet, une homophobie, du harcèlement scolaire en effet. Et en fait, le trauma ne se situe pas toujours là où on pense qu'il est. C'est-à-dire que même, par exemple, dans un trauma sexuel, il va y avoir une manière très précise de devoir déterminer où se situe le psychotrauma pour pouvoir le traiter. C'est-à-dire que si on se forme sur des techniques telles que le mouvement oculaire, moi je suis formée en EMDR, IMO, j'utilise en permanence cette technique-là. C'est-à-dire que cela permet d'éviter aux personnes de répéter dans un espace thérapeutique ad vitam aeternam toutes leurs douleurs et leurs souffrances pour pouvoir arriver sur un ciblage efficace avec une technique, un outil qui sert à lever le trauma, à faire un nettoyage psychotraumatique qui permet de lever justement toute la symptomatologie qui amène beaucoup d'hommes à répéter
à répéter des choses dans un contexte sexuel. C'est-à-dire que j'ai plein de patients qui arrêtent le chemsex du jour au lendemain parce qu'il y a un trauma. Alors il faut bien évidemment différencier un trauma simple d'un trauma complexe, de polytraumatismes aussi qui peuvent être complexes. Là, c'est pas du tout le même travail parce que du coup, il va falloir vraiment faire un travail de dentelle pour pouvoir amener la personne à pouvoir creuser en profondeur et qu'on puisse l'accompagner à aller vers un mieux aller. Pour cela aussi, il me semble essentiel de pouvoir travailler avec des objectifs. Sinon, on est sur des thérapies à rallonge qui durent des années où les gens souffrent, racontent leur souffrance et cristallisent leur souffrance. Quand je traite des gens qui ont fait des thérapies longues, généralement, il est beaucoup plus difficile de pouvoir les traiter efficacement parce qu'il y a toute une dimension narrative autour de la douleur qui fait qu'ils s'enfoncent dans cette douleur-là et qu'après, il est plus difficile d'aller vraiment cibler efficacement. Les outils tels que le MDR ou le MDR-IMO permettent aujourd'hui de lever une souffrance énorme. J'ai un modèle aujourd'hui avec lequel je travaille qui s'appelle l'approche centrée solution, sur lequel je forme aussi les psychiatres et les psychologues. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je vais ouvrir une formation d'ici janvier qui s'adressera uniquement aux personnes qui travaillent avec des personnes pratiquant le chemsex, c'est-à-dire que ce soit pour des soignants, aussi pour des accompagnateurs sexuels, des addictos, des sexos, des psychiatres et des psychologues, peu importe. Et que du coup, on va pouvoir aller travailler avec ce modèle-là qui permet de fixer des objectifs et de pouvoir déterminer la fin de la thérapie. Et en articulant le mouvement oculaire avec une fin de thérapie, on peut aider efficacement les gens, ce qui est mon cas. On finit des thérapies très, très régulièrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et ça, alors ça marche effectivement parce que ça focus bien sur le MDR, mais il y a d'autres thérapies brèves aujourd'hui, en tout cas scientifiquement documentées, qui peuvent fonctionner. On s'est déjà fait la réflexion ici que c'était important de se le dire. Si ça ne marche pas, peut-être qu'il faut remettre en question l'outil. Et ça, on se l'est déjà dit. Normalement, ce groupe est déjà bien au fait. Il faut rentrer partout. Dernière prise de parole. Comme les TCC d'ailleurs. Je pense que c'est important. Je suis Winner d'Arts Média, sociologue. Je pense qu'on est autour beaucoup de l'aspect sociologique. Il ne faut jamais négliger tous les aspects de précarité et les aspects de la matérialité auxquels sont confrontées les personnes qui font des chemsex. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il doit y avoir encore des espaces qui sont beaucoup plus inclusifs pour des personnes qui ne sont pas forcément qui sont dans la pratique et qui ne sont pas forcément dans des circuits habituels. Je vais dire des personnes immigrantes, ça a été évoqué au début, je ne sais pas si c'est avant, pour les personnes migrantes, pour les personnes qui sont aussi bien éloignées, bien sûr, de tous ces circuits dans lesquels il y a un peu de ressources. Merci. Merci, c'était important. Merci Winner. Juste pour rajouter ce que tu as dit Winner, il y a aussi une chose qui est importante aussi, c'est que parfois on retrouve des personnes qui sont religieuses, musulmanes, juives, etc., où la sexualité en fait est vraiment un tabou à cause de la religion et que le chemsex c'est un peu leur façon de pouvoir aller vers leur sexualité et de l'accepter. Je pense que c'est aussi une forme, c'est quelque chose à ne pas négliger puisque effectivement ces personnes-là sont très éloignées des parcours de soins qui sont par exemple logotés LGBTQIA+, etc., parce qu'ils n'acceptent pas leur sexualité autrement que ce produit. Exactement. Merci Winner. Merci à tous.